Antoine Delacroix était un homme qui avait tout, la célébrité, la fortune et un empire bâti à la force de ses mains. Mais lorsqu'il perdit son fils Elliot, il ne fut plus que l'ombre de lui-même. 2 ans après la tragédie, il retourna au cimetière où reposait son enfant et y trouva un petit garçon inconnu portant un t-shirt que, à sa connaissance, avait été enterré avec le corps de son fils. Ce que l'enfant révéla ensuite fit chavirer le cœur du millionnaire. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours émouvant de voir jusqu'où nos récits voyagent. Le matin était gris lorsque Antoine Delacroix franchit les grilles du cimetière de Belleville. Il portait un bouquet de tournesols, les fleurs préférées d'Elliot. Cela faisait exactement 9 ans que son fils était né, et 2 ans qu'il l'avait perdu. Le cœur lourd comme du plomb, Antoine avançait sur les graviers, ses chaussures italiennes foulant le chemin sans bruit. Homme d'affaires accompli, il avait bâti un empire technologique à partir de rien. Il possédait des villas, des voitures de luxe et une fortune que peu de gens pourraient dépenser en 3 vies. Mais tout cela avait perdu son sens. Depuis cette nuit tragique, lorsque l'accident de voiture lui avait enlevé Elliot et sa femme Marie, son univers était devenu terne, vidé de toute couleur. Arrivé devant la tombe, il s'agenouilla dans l'herbe humide. Peu lui importait de salir son costume à 5 000 €. Il déposa les tournesols dans le vase de marbre, puis ferma les yeux. « Joyeux anniversaire, mon garçon !» murmura-t-il, la voix tremblante. « Tu aurais eu 9 ans aujourd'hui. Tu serais sûrement en train de jouer au foot avec tes copains ou de manger ce gâteau au chocolat que ta maman faisait si bien. » Une larme coula sur sa joue. Antoine ne pleurait jamais en public. Mais ici, seul avec son fils, il s'autorisait à ressentir. C'est alors qu'il entendit une voix d'enfant derrière lui. « Les tournesols sont jolis. Mon ami les aimait bien aussi. » Antoine se retourna brusquement. Devant lui se tenait un petit garçon noir, maigre, âgé d'environ 7 ou 8 ans. Il avait de grands yeux curieux, portait des vêtements simples et un peu trop grands pour lui. Mais ce n'était pas cela qui glaça Antoine. C'était le t-shirt. Un t-shirt bleu marine, avec une petite fusée brodée sur le côté gauche de la poitrine. Antoine le reconnut instantanément. Il l'avait acheté pour Elliot lors d'un voyage à Berlin, 2 mois avant l'accident. Une pièce unique, faite sur mesure dans une petite boutique artisanale. Elliot l'aimait tellement qu'il avait demandé à être enterré avec. Les mains d'Antoine se mirent à trembler. « Où as-tu eu ce t-shirt » demanda-t-il en essayant de garder une voix calme. Le garçon baissa les yeux et caressa le tissu avec fierté. « C'est mon ami qui me l'a donné. Hier. »« Quel ami ?»« Le garçon qui vient me voir dans mes rêves. Il a dit que son papa serait content que je l'aie. » Antoine sentit le sol vaciller sous ses pieds. C'était impossible, absurde. Quelqu'un lui faisait une très mauvaise farce. « Ce n'est pas drôle », lança-t-il d'un ton dur. « Qui t'a envoyé? Un journaliste? Quelqu'un de mon entreprise ?» L'enfant recula, effrayé. « Personne, monsieur. Je viens souvent ici. Ma maman travaille à l'église là-bas et je m'amuse dans le cimetière en l'attendant. » Antoine inspira profondément. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence. Peut-être que le t-shirt avait été donné à une association et avait fini entre les mains de ce garçon, par hasard. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il d'un ton plus doux. « Nino. »« Nino, ce t-shirt appartenait à mon fils. Il est mort il y a 2 ans. » L'enfant acquiesça, comme s'il le savait déjà. « Je sais, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il s'appelait Elliot, que vous étiez son papa, et aussi que vous travailliez trop et que vous oubliez souvent de manger. » Un frisson traversa Antoine. C'était vrai. Depuis la mort de sa famille, il s'était plongé dans le travail, négligeant totalement sa santé. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il t'a encore dit? Nino réfléchit un instant. Il a dit que vous aviez un surnom spécial l'un pour l'autre. Vous l'appeliez « commandant » et lui vous appelait
capitaine, et que le vendredi soir, vous construisiez des trucs avec des petites pièces à emboîter. L'air quitta les poumons d'Antoine. Personne ne savait cela. C'était leur rituel secret. Tous les vendredis soirs, après le dîner, ils construisaient des ensembles Lego dans le bureau. Elliot disait toujours « Commandant Elliot, prêt pour la mission, monsieur ?» Et Antoine répondait « Capitaine Antoine, valide la mission, commandant. »« Comment tu sais ça ?» murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Je vous l'ai dit, monsieur. C'est lui qui me le raconte, dans mes rêves. Il vient presque toutes les nuits maintenant. » Antoine s'agenouilla devant l'enfant, les yeux plongés dans les siens. « Nino, j'ai besoin que tu me dises tout, absolument tout ce que ce garçon t'a raconté. » Nino mordilla sa lèvre inférieure, comme s'il hésitait à faire confiance à cet homme bien habillé qui pleurait. « Il a dit que vous êtes très triste, que vous ne souriez plus, et qu'il voulait que vous sachiez qu'il va bien, que sa maman va bien aussi, et qu'un jour, vous serez à nouveau réunis. » Les larmes coulaient librement sur le visage d'Antoine. Il prit le garçon dans ses bras, dans une étreinte soudaine et bouleversée. « Pardon, » dit-il en le relâchant. « Je ne voulais pas te faire peur. »« Ce n'est pas grave, » répondit Nino avec un petit sourire. « Le garçon, dans mes rêves, m'a dit que vous auriez besoin d'un câlin. » Antoine laissa échapper un rire étrange, le premier depuis des années. Un mélange de désespoir, de confusion, et peut-être d'espoir. « Où est ta maman en ce moment ?»« À l'église Saint-Jean, juste au coin. Elle nettoie là-bas 3 fois par semaine. » Antoine jeta un regard à la tombe d'Elliot, puis de nouveau vers l'enfant au t-shirt fusé. « Nino, est-ce que tu accepterais de venir boire un chocolat chaud avec moi? Il y a un café pas loin. J'aimerais vraiment discuter encore un peu avec toi. » L'enfant hésita. « Ma maman m'a dit de ne jamais suivre des inconnus. Ta maman est une femme très sage. Et si on allait d'abord lui demander la permission à l'église ?» Nino réfléchit un instant, puis acquiesça. Alors qu'il marchait côte à côte dans les allées du cimetière, Antoine leva les yeux vers le ciel gris. Pour la première fois depuis 2 ans, il sentit autre chose que le vide. Il ne savait pas s'il croyait au miracle, aux rêves prophétiques ou aux messages venus d'ailleurs. Mais il savait que ce garçon, d'une manière inexplicable, lui avait ramené son fils, ne serait-ce qu'un instant, et cela suffisait à faire battre son cœur à nouveau. L'église Saint-Jean était un vieux bâtiment en pierre, avec des vitraux colorés, qui transformaient la lumière du soleil en arcs-en-ciel sur les bancs de bois. Antoine entra derrière Nino, se sentant étranger à cet endroit. Cela faisait des années qu'il n'avait pas mis les pieds dans une église, depuis l'enterrement. « Maman !» appela Nino, courant vers une femme qui nettoyait l'autel. C'était une femme noire, dans la trentaine probablement, portant des vêtements de travail simples et un foulard recouvrant partiellement ses cheveux. Ses yeux étaient doux, mais devinrent immédiatement méfiants lorsqu'elle aperçut Antoine dans son costume élégant. « Nino, je t'ai dit de rester où je peux te voir, » dit-elle, avec un accent qu'Antoine reconnut comme haïtien. « Désolé, maman, mais ce monsieur voulait te parler. C'est le papa de mon ami. » La femme fronça les sourcils, ne comprenant pas. Antoine s'approcha et tendit la main. « Je m'appelle Antoine Delacroix. Excusez-moi de m'imposer, madame. J'ai rencontré votre fils au cimetière et j'avais besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Elle serra sa main avec retenue. « Aurélie Baptiste, qu'est-ce que mon fils a fait? Rien de mal, je vous assure. C'est à propos du t-shirt qu'il porte, celui avec la fusée. » Aurélie regarda son fils, puis Antoine. « Ah oui, je l'ai reçu dans un lot de dons à l'église, il y a quelques semaines. Pourquoi? Ce t-shirt appartenait à mon fils. Il est mort il y a 2 ans et il a été enterré avec. » Le visage d'Aurélie se décomposa. « Mon Dieu, je ne savais pas. Le père Michel m'a donné une boîte de vêtements pour enfants en disant que c'était des dons. Je n'aurais jamais pris ça si j'avais su que... » « S'il vous plaît, » dit Antoine en l'interrompant doucement.
Ne vous inquiétez pas. J'ai seulement besoin de comprendre comment ce vêtement est sorti du cimetière. À cet instant, un prêtre âgé sortit d'une porte latérale. Il avait les cheveux blancs et un sourire bienveillant. « Bonjour, y a-t-il un problème ?» Antoine expliqua de nouveau la situation. Le père Michel se frotta la tête, pensif. « Ah oui, je me souviens de cette boîte. C'était il y a environ 1 mois. Le cimetière de Belleville m'a appelé. Ils réorganisaient certains secteurs et ont trouvé une boîte d'effets personnels qui avait été laissée par erreur dans l'entrepôt administratif. Elle appartenait apparemment à la famille Delacroix. Ils m'ont demandé de la garder ou d'en faire don, puisque personne ne l'avait réclamée depuis 2 ans. » Antoine sentit ses jambes s'affaiblir. Il se souvenait. Marie avait préparé une boîte avec les vêtements préférés d'Elliot pour l'enterrement, mais dans le chaos de ce jour-là, tout n'avait pas été utilisé. Certains objets avaient été oubliés, et Antoine, détruit, n'était jamais revenu les récupérer. « Je comprends maintenant », dit-il en passant la main dans ses cheveux. « C'était une erreur administrative. Le vêtement était bien à mon fils. »« Je suis désolé, » dit le père Michel. « Si j'avais su, je vous aurais contacté personnellement. »« Non, vraiment, ce n'est la faute de personne. » Aurélie posa la main sur l'épaule de Nino. « Va enlever le t-shirt, mon chéri. Il appartient à ce monsieur. »« Non, » dit Antoine un peu trop vite, surprenant tout le monde. « S'il vous plaît, laissez-le le garder. Je préférerais qu'il le garde. » Aurélie le fixa, prudente. « Pourquoi voudriez-vous cela ?» Antoine respira profondément. Comment expliquer sans paraître fou? « Parce que votre fils m'a dit des choses aujourd'hui. Des choses que seul mon Elliot aurait pu savoir. Et je sais que cela semble impossible. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Le père Michel posa une main compatissante sur son épaule. « Monsieur Delacroix, vous vivez un deuil très douloureux. Parfois notre esprit cherche des signes, des connexions, même là où il n'y en a pas toujours. C'est naturel. Je comprends cela, père. Je suis un homme de raison, d'affaires. Je ne crois pas aux coïncidences mystiques. Mais ce que ce garçon a dit aujourd'hui ne peut pas être expliqué par le hasard. » Aurélie tourna les yeux vers son fils. « Nino, qu'est-ce que tu as dit à ce monsieur ?» L'enfant haussa les épaules. « J'ai juste raconté mes rêves, maman. Le garçon qui me rend visite la nuit. »« Quel rêve ?» demanda Aurélie, alarmée. « Tu ne m'en as jamais parlé. »« Ils ont commencé quand j'ai eu le t-shirt. Le garçon vient et on parle. Il est gentil. Il dit qu'il s'appelle Elliot. » Aurélie porta la main à sa bouche. « Nino a toujours eu des rêves très vifs, » expliqua-t-elle à Antoine. « Parfois, il dit des choses qu'il ne devrait pas savoir. J'ai toujours pensé que ce n'était que de l'imagination. » Antoine s'agenouilla devant l'enfant. « Nino, dans tes rêves, comment est Elliot ?» Nino ferma les yeux. « Il a des cheveux châtains et des yeux verts, comme vous, et un grand sourire. Il adore parler des fusées et des étoiles. Il dit que quand il sera grand, il sera astronaute. » Une douleur douce mais profonde transperça Antoine. Elliot était obsédé par l'espace. Sa chambre était décorée de planètes et de constellations. Il passait des heures à observer le ciel nocturne à travers le télescope qu'Antoine avait acheté pour le 6e anniversaire de son fils. Est-ce qu'il dit autre chose dans ses rêves? Nino réfléchit longuement. Il a dit que vous lui manquez et qu'il veut que vous sachiez que ce n'était pas votre faute. Antoine eut l'impression de recevoir un coup en plein cœur. C'était là sa blessure la plus profonde. Il se reprochait l'accident chaque jour. S'il était rentré plus tôt du travail, s'il avait insisté pour que Marie ne prenne pas le volant ce soir-là, sous la pluie, s'il avait été là. « Comment peut-il savoir ça ?» murmura Antoine, plus pour lui-même que pour les autres. Le père Michel s'approcha. « Monsieur Delacroix, je ne peux pas expliquer ce qui se passe ici. La foi nous enseigne
qu'il existe des mystères qui dépassent notre entendement. Peut-être que Dieu se sert de cet enfant pour apaiser votre cœur, ou peut-être n'est-ce qu'une série de coïncidences étonnantes. Dans tous les cas, vous devez faire attention à ne pas faire peser un fardeau trop lourd sur les épaules d'un enfant. Antoine savait que le prêtre avait raison. Il se tourna vers Aurélie. « Madame Baptiste, je ne veux en aucun cas perturber votre famille. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir parler à Nino de temps en temps. Si vous me l'autorisez, bien sûr. » Aurélie hésita. Elle chercha le regard du prêtre, en quête de conseil. « Vous me semblez être un homme bon et profondément meurtri, » dit-elle enfin. « Mais je dois protéger mon fils. Je ne peux pas le laisser s'impliquer dans quelque chose qui pourrait le blesser. Je comprends tout à fait, et je vous promets que je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à Nino. Peut-être pourrions-nous nous voir ici, à l'église, sous votre surveillance ?» Aurélie resta silencieuse un moment, puis acquiesça lentement. « D'accord, mais uniquement ici, et uniquement quand je serai présente. »« Merci, » dit Antoine, rempli d'une gratitude immense. « Merci du fond du cœur. » Quand Antoine quitta l'église ce matin-là, le ciel était toujours gris, mais quelque chose en lui avait changé. Pour la première fois depuis 2 ans, il avait quelque chose à attendre. Un lien, aussi étrange soit-il, avec le fils qu'il avait perdu. Il se retourna et aperçut Nino, qui lui faisait signe depuis le seuil de l'église, toujours vêtu de son t-shirt à fusée. Et Antoine, pour la première fois depuis longtemps, se dit que peut-être, juste peut-être, il existait dans ce monde des choses que ni l'argent, ni la logique ne pouvaient expliquer. Au cours des 2 semaines suivantes, Antoine se rendit 5 fois à l'église Saint-Jean. Chaque visite était soigneusement planifiée avec Aurélie, toujours à la fin de son service de nettoyage. Il s'installait dans le petit jardin derrière l'église, pendant qu'Aurélie restait à proximité, attentive. Antoine découvrit qu'Aurélie et Nino vivaient dans un petit appartement loué, composé d'une seule chambre et d'une minuscule cuisine. Elle cumulait 3 emplois pour pouvoir payer les factures. Elle nettoyait l'église, faisait des services dans un restaurant et repassait du linge pour les voisins. Nino passait de longues heures seul ou errait dans le cimetière en attendant que sa mère termine son travail. Ce n'est pas l'idéal, admit Aurélie un après-midi, observant Antoine et Nino discuter dans le jardin. Mais on fait de notre mieux. Nous sommes venus d'Haïti il y a 3 ans, après le tremblement de terre. Nous avons tout perdu là-bas. Ici, au moins, nous avons la paix et la sécurité. Vous êtes une femme très courageuse, dit le père Michel, qui s'était joint à elle. Et Nino est un enfant béni. Pendant ce temps, Antoine et Nino étaient assis sur un banc en pierre sous un vieux jaboticaba, NDT, arbre tropical. « Il est revenu cette nuit », dit Nino, les jambes balançant dans le vide. Le cœur d'Antoine s'accéléra, comme à chaque fois que Nino évoquait ses rêves. « Et qu'est-ce qu'il t'a dit cette fois-ci » ? « Il a parlé d'un voyage que vous avez fait à la mer. Il y avait des châteaux de sable géants, et vous l'avez laissé vous enterrer jusqu'au cou. » Antoine éclata de rire. Un vrai rire, franc, qui le surprit lui-même. Il se souvenait parfaitement de cette journée à Biarritz. Elliot avait 6 ans et avait passé des heures à construire un château complexe, avec douves et tours. Ensuite, il avait convaincu Antoine de s'allonger sur le sable pour être enterré comme un trésor de pirate. Marie avait pris des photos, riant tellement qu'elle n'arrivait plus à tenir l'appareil. « Oui, c'est vrai », confirma Antoine, les yeux brillants. « C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. » Il a dit que c'était le meilleur jour de sa vie aussi, à cause de la glace géante que vous lui avez achetée après. Antoine secoua la tête, souriant. Elliot avait mangé tellement de glace ce jour-là qu'il en était tombé malade le soir. Marie lui avait reproché gentiment, mais n'avait pas pu rester fâchée bien longtemps. « Nino, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, monsieur Antoine. »
Comment tu te sens quand tu es avec lui, dans tes rêves? Le garçon réfléchit un instant avant de répondre. C'est comme avoir un grand frère. Il est gentil et drôle. Parfois, il devient triste quand il parle de vous, mais il est très content quand je lui dis qu'on s'est rencontrés. Vraiment très content. Pourquoi est-ce qu'il devient triste quand il parle de moi? Parce que vous êtes tout seul. Il a dit que vous n'avez plus personne et que vous travaillez tout le temps pour ne pas y penser. Ça l'inquiète. Ces mots, simples mais puissants, transpercèrent Antoine. Elliot avait toujours su lire ses émotions, même quand il essayait de les cacher. C'était comme si cette capacité avait survécu d'une manière ou d'une autre, à travers les rêves d'un enfant qu'il ne connaissait pas encore quelques semaines auparavant. Je travaille trop, peut-être beaucoup trop. Il m'a aussi dit autre chose, poursuivit Nino, hésitant, que vous avez besoin d'avoir une famille de nouveau. Pas pour remplacer lui et sa maman, mais parce que les gens ne devraient pas rester seuls. Antoine ravala sa salive. Il n'avait pas pensé à la famille depuis l'accident. L'idée de se lier à nouveau, d'ouvrir son cœur, lui avait toujours semblé être une trahison envers Marie et Elliot. Mais en regardant Nino, avec ses grands yeux honnêtes et son t-shirt à la fusée, celui d'Elliot, désormais délavé par tant de lavage, Antoine sentit quelque chose s'agiter en lui. Une envie de prendre soin, de protéger, d'être là. « Nino, comment ça se passe chez toi? Tu vas bien avec ta maman ?» Le garçon haussa les épaules. « Ça va. Parfois, on n'a pas beaucoup à manger, mais maman trouve toujours une solution. C'est la meilleure maman du monde. »« Je n'en doute pas. Et l'école? Tu y vas ?» Nino baissa les yeux. « J'y allais, mais on a dû arrêter un moment. Maman n'a pas pu payer les fournitures. Elle dit que je vais y retourner bientôt, mais je sais qu'elle est inquiète à cause de l'argent. » Antoine sentit une vague de détermination l'envahir. « Nino, tu veux retourner à l'école? » « Oui, j'adorais l'école, surtout les cours de sciences. On apprenait les planètes. »« Les planètes? Comme Elliot les aimait? » ?»« Oui, il me parle de toutes les planètes dans mes rêves. Il connaît tout sur Mars et Jupiter. » À cet instant, Antoine prit une décision. Il se leva et marcha jusqu'à Aurélie et le père Michel. « Madame Baptiste, puis-je vous parler en privé ?» Aurélie sembla méfiante, mais accepta. Ils s'éloignèrent de quelques pas. « Je sais que cela peut paraître étrange, » commença Antoine, « mais j'aimerais aider votre famille. Pas par pitié, mais parce que votre fils m'a redonné quelque chose que je croyais avoir perdu. Il m'a offert un cadeau que je ne sais pas comment rendre. Monsieur Delacroix, nous n'avons pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. Laissez-moi payer l'école de Nino et peut-être aider un peu pour les dépenses de base. Rien d'extravagant, juste de quoi vous permettre de souffler un peu et passer plus de temps avec votre fils. » Aurélie le regarda avec des larmes aux yeux. « Pourquoi feriez-vous cela pour nous? Nous sommes des étrangers. » « Vous ne l'êtes plus, parce que Nino m'a permis de me reconnecter à mon fils, et parce que je sais qu'Elliot aurait voulu que je le fasse. Il avait un cœur généreux. » Aurélie essuya ses larmes du revers de la main. « Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, s'il vous plaît. Laissez-moi faire cela. » Après un long moment de silence, Aurélie hocha la tête. Ce soir-là, Antoine rentra dans sa vaste maison vide pour la première fois depuis des semaines en se sentant léger. Il traversa les couloirs où ses pas résonnaient, jetant un regard aux photos de Marie et Elliot accrochées au mur. Pendant longtemps, ces images n'avaient provoqué que douleur. Mais à présent, il pouvait contempler le sourire de son fils et ressentir autre chose, de l'espoir. Le lendemain, Antoine s'occupa de tout. Il paya une année entière d'école pour Nino, acheta toutes les fournitures nécessaires et versa une somme généreuse sur le compte d'Aurélie pour couvrir les dépenses courantes. Il engagea également un avocat pour aider à régulariser la situation administrative de la famille. Le dimanche se leva sous un ciel d'un bleu éclatant.
sans un seul nuage à l'horizon. Antoine s'éveilla tôt, animé d'une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Aujourd'hui serait un jour spécial. Il avait quelque chose d'important prévu. Après le petit déjeuner, il se rendit à l'appartement modeste où vivaient Aurélie et Nino. Il frappa à la porte, le cœur battant, comme un adolescent lors d'un premier rendez-vous. Aurélie ouvrit, souriante. Nino apparut derrière elle, vêtu de son t-shirt à la fusée et d'un pantalon neuf qu'Antoine avait fait livrer. « Bonjour !» lança Nino en sautillant d'excitation. « Maman a dit qu'on allait quelque part de spécial aujourd'hui. »« C'est exact, commandant Nino, » répondit Antoine, utilisant le surnom autrefois réservé à Elliot. « Nous allons au parc des Buttes-Chaumont. C'était l'endroit préféré de mon fils. » Pendant le trajet en voiture, Nino n'arrêtait pas de parler. Il racontait sa nouvelle école, les amis qu'il s'était faits, tout ce qu'il apprenait. Assise sur le siège passager, Aurélie regardait Antoine avec reconnaissance et autre chose qu'il n'arrivait pas encore à identifier. De l'amitié? De la confiance? Peut-être un peu des deux? Le parc des Buttes-Chaumont est l'un des plus grands et des plus beaux de Paris. Avec ses lacs, ses ponts suspendus et son célèbre temple au sommet de la colline, c'est un lieu magique, surtout pour les enfants. Antoine n'y était pas retourné depuis l'accident. La douleur était trop vive. Mais aujourd'hui, avec Nino courant devant lui et Aurélie à ses côtés, tout semblait plus léger. Elliot adorait grimper jusqu'au temple, raconta Antoine en marchant. Il disait que, de là-haut, on pouvait voir le monde entier. Et une fois en haut, il criait qu'il était le roi de la montagne. « On peut monter ?» demanda Nino, les yeux pétillants. « Bien sûr qu'on peut. » L'ascension fut fatigante, mais en valait largement la peine. De là-haut, la vue sur Paris était spectaculaire. Nino était émerveillé. « C'est magnifique, on voit vraiment tout. » Antoine posa la main sur l'épaule du garçon. « Elliot avait raison, tu ne trouves pas? D'ici, on a l'impression de voir le monde entier. » Ils s'assirent sur les marches du temple pour se reposer. Aurélie sortit de son sac une boîte avec des sandwichs préparés avec soin. C'était simple, mais fait avec amour. Antoine ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait mangé quelque chose préparé par quelqu'un d'autre que son chef personnel. « C'est délicieux, » dit-il sincèrement. « Merci. C'est bien le minimum après tout ce que vous avez fait pour nous, » répondit Aurélie. Pendant qu'il mangeait, Nino se leva et se mit à explorer les alentours. Il s'accroupit près de quelques fleurs sauvages poussant entre les pierres. Lorsqu'il revint, il tenait quelque chose dans sa main. « Regardez ce que j'ai trouvé, » dit-il en tendant la main à Antoine. C'était un pissenlit, de ceux dont les enfants aiment souffler les graines blanches pour faire des vœux. Elliot adorait aussi les pissenlits, dit Antoine, la gorge serrée. Il disait que chaque graine envoyait un souhait vers le ciel. « Je sais, » répondit Nino, avec son naturel habituel. « Il me l'a dit, et il m'a demandé de vous le donner. » Il a dit autre chose? Nino ferma les yeux, comme il le faisait toujours quand il essayait de se souvenir clairement de ses rêves. Il a dit « Dis à papa de ne pas travailler tard ce soir. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Antoine. C'était une phrase qu'Elliot lui répétait presque tous les soirs quand Antoine devait retourner au bureau après le dîner. Toujours avec cette petite voix pleine d'espoir, réclamant 5 minutes de jeu en plus, une dernière histoire avant de dormir. Ce jour-là, ils passèrent des heures au parc. Ils firent du pédalo sur le lac, mangèrent une glace à la pistache, la préférée d'Elliot, et rirent. Antoine rit pour de vrai, un rire venu du fond de l'âme. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances orangées et rosées, ils redescendirent la colline pour rejoindre la voiture. Aujourd'hui, c'était le plus beau jour de ma vie, dit Nino, tenant la main d'Antoine d'un côté et celle d'Aurélie de l'autre. C'était un jour très spécial, confirma Aurélie en regardant Antoine avec un sourire discret. Pour moi aussi, dit Antoine. Très spécial.
Ce soir-là, après avoir raccompagné Aurélie et Nino chez eux, Antoine ne retourna pas au bureau. Il n'ouvrit pas son ordinateur. Il ne consulta aucun email. À la place, il alla dans la chambre d'Elliott, restée intacte depuis l'accident. Il ouvrit les fenêtres, laissant entrer l'air frais. Il s'assit sur le petit lit au drap d'astronaute et leva les yeux vers le plafond étoilé qui brillait encore dans l'obscurité. « Merci, mon fils », dit-il à la pièce silencieuse. « Merci de m'avoir retrouvé. Merci de m'avoir montré qu'il y a encore de l'amour dans ce monde. Je te promets de vivre pour moi, pour ta maman et pour toi. Et je promets de ne plus jamais travailler trop tard. » Et pour la première fois depuis 2 longues années, Antoine Delacroix s'endormit avec un sourire aux lèvres. Car il avait enfin compris le message que l'univers, ou Elliott, ou le destin, lui avait envoyé à travers un petit garçon dans un cimetière. L'amour ne meurt jamais. Il trouve simplement de nouveaux chemins pour atteindre ceux qui restent. Parfois, ces chemins sont plus mystérieux et plus beaux que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir et dites-nous en commentaire, croyez-vous que les liens d'amour peuvent traverser même les frontières de la vie? On en discute dans les commentaires.